Ciao et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Représentant majeur du Made in France, le coq sportif continue son envol. La maison relook les sportifs. La portraitiste Sonia Seff nous fait passer de l'autre côté de l'objectif pour nous emmener dans l'intimité de son métier. Pas besoin de prendre l'avion pour rejoindre l'Italie. Dans Réparage aujourd'hui, 3 adresses pour les mordus de la botte. Tout droit sorti de l'école Boulle, Dimitri Linka n'a pas chômé. Éléments naturels et technologies de pointe constituent son univers. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chaud en hiver ou glacé en été, les tisanes ne sont pas qu'un truc de mémé. Comme des tisanes, fait sortir le sachet de sa boîte en carton. Un peu sorcière, un peu herboriste, cette maison nous fait découvrir les bienfaits de plantes médicinales infusées. Pour bien dormir, pour retrouver de l'énergie, autant de pouvoir enfermés dans de jolies boîtes qu'on n'a même plus envie de cacher. Fruitarien, accro au régime paléo ou simplement petit curieux de passage en Bourgogne, cet endroit est fait pour vous. Le Cassisium est un musée insolite qui retrace l'histoire du cassis. De sa culture à sa transformation, toutes les étapes de la vie de cette baie sont détaillées. On vous laisse, on doit passer par la boutique Souvenir. Simon Kansara refait l'histoire dans Morgane. Loin des contes pour enfants, ici la sulfureuse fée Morgane prend le pouvoir et se dresse contre la table ronde. L'image du prince sauveur semble déjà effacée par cette Morgane charismatique et puissante. Pour couronner le tout, l'ouvrage est illustré par Stéphane Fert qui, à coups de couleurs, apporte force et poésie à l'histoire. L'accessoire indispensable des adeptes du ballon rond, une paire de crampons bien sûr. Et pour rester dans le Made in France, il y a les chaussures de mille et mille. De la découpe du cuir à l'assemblage, en passant par le montage de la semelle, les chaussures sont fabriquées de A à Z à Romans-sur-Isère, près de Lyon. Alors, prête pour la Champions League ? La marque de sport la plus cocorico, c'est le coq sportif. Polo, chaussures, pull, elle habille les sportifs de la tête aux pieds. Rencontre avec ceux qui misent sur le Made in France pour vous faire travailler votre revers. Il y en a de toutes les couleurs, ils sont portés par l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Ils mêlent le design à la technique, ils ont participé aux plus grands événements sportifs. Ce sont les vêtements du coq sportif. S'il parcourt aujourd'hui les terrains du monde entier, c'est dans le département de l'Aube, la capitale de la bonnetterie, que tout a commencé. En 1927, alors que tous les équipements sportifs provenaient d'Angleterre, Émile Camuset, un sportif amateur, a eu une idée. Sa belle-fille nous raconte. Mon beau-père avait l'âme sportive, donc il a ouvert un café où il réunissait tous les sportifs à la sortie des matchs. C'était un moment convivial pour tout le monde. Et c'est peut-être ça qui l'a décidé à acheter la petite usine pour fabriquer des articles de sport. Et c'est comme ça que ce cafetier est devenu le premier fabricant de vêtements de sport en France. Après être passé entre plusieurs mains et des années de production à l'étranger, le coq sportif fait son grand retour dans la région. La marque a décidé de refaire fabriquer son textile en France, dans la capitale de la bonnetterie, sur les lieux mêmes où le coq a pris son envol. Pour nous, c'était logique et complètement normal de se repositionner dans ce département et à Romilly, là où la marque est née, pour pouvoir lui redonner et lui conférer toutes les valeurs qu'elle a eues. Des raisons historiques donc, mais pas seulement. On est chez nous et personne ne voit ce qu'on fait. Quand vous faites du sourcing, quand vous faites du négoce, et encore plus à l'étranger, tout le monde est au courant de ce que vous faites et vous êtes très dépendant du savoir-faire de vos fournisseurs. Et nous, ce qui est important, c'est de sortir des produits modernes, mais qui portent toute l'authenticité de la maille et de la bonnetterie auboise. Et pour cela, le coq sportif travaille en partenariat avec des entreprises locales. Récolté en mer Égée, le coton est transporté ici pour être tricoté dans l'une des dernières usines de France. Mais en quoi est-ce que ça consiste ? Le tricotage, c'est l'art d'entrelacer des fils pour les transformer en étoffe. Et le tricotage au bois maîtrise parfaitement tout ce dont les marques de sport recherchent, c'est-à-dire d'obtenir un support élastique, mais en même temps qui se tient, un support qui permet d'évacuer la transpiration, un support qui permet le mouvement. Donc c'est quelque chose de prépondérant dans la construction de l'article.
Et aujourd'hui, ce sont des machines très sophistiquées qui font ce travail minutieux, sous le regard attentif des bonnetiers. Une fois la matière produite et contrôlée, elle va être envoyée dans une usine de teinture vieille de plus d'un siècle. Ici, on va choisir les coloris, les tester et les adapter à la matière choisie. Mais le savoir-faire, il est aussi dans la finition de la matière. Souvent, on fait un abus de langage en disant teinture, puisqu'il y a une première partie qui est de teindre et une deuxième partie qui est de finir. On peut ajouter des fonctionnalités grâce à de la chimie, notamment pour rendre la matière déperlante, pour la rendre respirante, pour la rendre protectrice aux UV. Des finitions soumises aux normes européennes. Seuls certains articles seront ensuite assemblés en France, comme ici les maillots de Saint-Étienne. La découpe, la couture, la décoration, en tout il faut 2 mois en moyenne et une trentaine d'étapes pour obtenir un produit textile. Autant d'étapes qui nécessitent un vrai savoir-faire. Et tout l'enjeu du retour en France est de retrouver des employés pour cette industrie vieillissante. Au début, on embauchait des gens qui avaient en moyenne un peu plus de 40 ans, voire 50, voire un peu plus, parce qu'ils connaissaient les choses. Et aujourd'hui, on rajeunit en embauchant des jeunes qui ne connaissent pas forcément le métier, qu'on met à côté et qui petit à petit, dans le temps, apprennent et deviendront les futurs transmetteurs du savoir-faire. La bonnetterie française semble avoir de beaux jours devant elle. Alors il n'y a qu'un mot, cocorico. Dans notre viseur aujourd'hui, Sonia Sief, la photographe qui baigne dans le milieu depuis toute petite, nous accueille dans un lieu secret comme ses clichés. On lui tire le portrait. Aujourd'hui, Sonia Sief nous a donné rendez-vous dans les jardins du musée de Montmartre, un lieu où elle se sent bien. Fille du célèbre photographe Jean-Louis Sief, Sonia a l'art du portrait dans le sang. Alors, petite mise au point, portrait d'une portraitiste. J'ai commencé la photographie à 17 ans. Mon père m'a offert mon premier appareil. Et ensuite, on est parti dans la vallée de la mort, en vacances. Et donc, c'est là où j'ai réalisé mes premières images. À partir de là, Sonia fait des photos de voyage, puis devient photographe sur les plateaux de cinéma à 20 ans, où elle apprend beaucoup. Ensuite, c'est le journal du polar et des 25 ans des magazines de renom comme Première où elles font appel à son talent. Puis elle commence les photos de mode, les portraits et le nu. 3 exercices complémentaires et un point commun, l'humain, toujours au cœur de ses photos. L'un nourrit l'autre. En fait, le nu, c'est vraiment un rapport extrêmement pur avec le modèle et c'est un face-à-face. La mode, c'est l'opposé. La mode, il y a des postes. Les postes sont importants et sont à respecter. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et le portrait, c'est de nouveau un rapport face-à-face où on n'a pas besoin de grand monde, à mon sens. Mais là, c'est plutôt une confrontation. Voilà, c'est trois façons de faire différentes, mais qui sont complémentaires. Et dont j'ai besoin, moi je ne peux pas faire que de la mode ni que du nu. J'ai besoin en fait d'avoir ces 3 rythmes. Si ces séances photos sont très préparées, c'est pour mieux laisser place à l'improvisation. Car le style de Sonia, c'est beaucoup de naturel, très peu de retouches et un vrai art de la composition. Je pense que tout ce que j'aime se sent dans mon style, à savoir la composition, le rapport à l'espace géographique. Je suis très sensible à l'architecture, aux lignes, au graphisme. De la même manière, je suis sensible aussi aux poses, à la non-pose. Enfin, en tout cas, le côté pris sur le vif, ça m'intéresse beaucoup. Ce regard, on le retrouve notamment dans son dernier projet en date, un livre intitulé « Les Françaises ». Réalisé entre 2014 et 2016, il met en scène des femmes nues dans des endroits qui leur sont chers. C'est venu en fait d'une envie de réaliser un projet qui s'inscrive dans le temps, que je puisse réaliser toute seule. Une envie de faire un bouquin. Je pense que j'ai appris ça aussi avec mon père. Il faut laisser des ouvrages, c'est important, on n'est pas éternel. Avec ce sujet de la nudité féminine et en tant que femme photographe, Sonia choisit aussi de défendre un message fort. J'avais envie de travailler sur le corps et j'avais envie de voir des images de femmes nues qui ne soient pas des mannequins, qui ne soient pas des femmes dites parfaites, même si je pense qu'elles ne sont pas parfaites, qui soient des femmes normales avec un univers, qui soient fortes et surtout qui n'aient pas de pose suggestives et qui ne soient pas des objets. En fait, j'en avais un peu assez de la façon dont je voyais le corps des femmes mis à nu dans les magazines, donc par des hommes, pour des hommes. Et je trouvais que c'était un petit peu
réducteur, fatigant, qu'il était temps de rectifier tout ça un peu. Enfin, ce projet, c'est aussi un parfait témoignage de la relation au modèle que Sonia s'est installée. Le maître mot, ce serait sans doute la complicité et la confiance, parce qu'elles se seraient non seulement pas déshabillées, mais en plus, elles m'ont amenée dans leur univers très intime. Loubna est l'une des Françaises du livre. Passionnée de cinéma, elle a posé au sein du MK2 Grand Palais. J'ai eu un sentiment avec elle d'une bienveillance. Enfin, je me suis reconnue dans son regard et dans cette volonté de regarder la femme ni de haut, ni de bas, mais juste en face, dans les yeux. Et j'ai beaucoup aimé cette approche qu'elle a. Ce que j'aime, c'est l'intimité qu'elle a réussi à créer. Tout ce qu'elle est, en fait, transparaît assez bien au travers de la photo. Et en même temps, ce que je suis a l'air d'être assez respecté. Et oui, c'est encore ces modèles qui parlent le mieux d'elle. Grâce aux atmosphères qu'elle crée et à son regard affûté, cette passionnée de littérature qui s'est un temps rêvée écrivain n'a pas fini de composer son roman photo de portraits inspirés. Bonjour Sonia. Bonjour. On est ici au musée Montmartre. Pourquoi vous nous avez invités ici? Parce que c'est un endroit, un musée et un atelier des jardins dans lesquels je vais très souvent et qui sont juste à côté de chez moi. Vous êtes une vraie Parisienne. Je crois, Oui. de naissance en tout cas, et de cœur aussi. Alors vous avez commencé par la photographie de plateau de cinéma. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette école? Je pense que ça a été une des meilleures écoles dans la mesure où j'ai appris la lumière, j'ai rencontré des chefs opérateurs, j'ai compris les équipes. J'ai compris quelle était ma place dans une grande production. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de faire des films. Et là, je suis en train de commencer vraiment. J'avais commencé il y a 10 ans, mais là, je suis en train de commencer ça un peu plus sérieusement en faisant un documentaire sur mon père et en écrivant aussi une fiction. Alors un de vos confrères, Richard Avedon, avait dit que le portrait, c'est pas une amabilité, mais un point de vue, une opinion. Est-ce que c'est valable pour vous? Oui, ça définit vraiment mon travail, dans la mesure où je pense qu'une bonne image n'est pas forcément une image où on se trouve beau, mais une image qui raconte quelque chose. Quel est le rapport avec vos modèles? Comment vous les guidez? Comment vous travaillez avec eux? J'ai énormément de complicité en général avec les modèles que je photographie, où j'essaie de l'instaurer. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est une forme de confrontation, c'est-à-dire qu'elle soit positive ou négative. À partir du moment où il y a un échange, il est positif. Enfin, il est positif. En tout cas, il amènera quelque part. Ce qui m'intéresse peut-être moins, c'est quand il ne se passe rien, quand on ne s'intéresse pas l'un à l'autre. Là, c'est terrible. Ça n'arrive pas souvent. Heureusement. Oui, heureusement. Parce qu'à la limite, même si c'est une animosité, même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, ça peut donner quelque chose. Donc c'est forcément très humain comme contact. Pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est pour ça que, à mon sens, encore une fois, l'école du portrait, c'est l'école de tout. Parce que savoir faire un bon portrait, c'est savoir après faire une bonne série de mode. Ça amène partout. Parce que ça veut dire que l'échange avec le modèle est plus important que tout. Une autre photo de prédilection, c'est le nu, qui vous est très cher. Oui, Pourquoi? Parce que j'aime énormément l'intemporalité et le nu s'inscrit dans une forme d'éternité, alors que la mode marque beaucoup plus les époques, les années. Et photographier des femmes nues ou des hommes nus, ça m'a toujours plu. Moi, la nudité, je trouve qu'il y a un truc très évident, très naturel. Voilà, c'est comme la peinture, c'est l'école... C'est la première école. Mais par rapport à votre papa, qu'il avait un regard très différent, un regard d'homme sur le nu et sur le portrait, vous, c'est très différent? Je pense que je lui ai rendu hommage indirectement et assez consciemment. Lui, il était effectivement très fort en nu féminin aussi, noir et blanc vertical, parce qu'il avait quand même été très connu pour ses verticales et ses grands angles. Moi, je suis plus cinématographique, donc c'est plus horizontal et j'adore la couleur. Donc on n'est pas pareil, j'aime des femmes différentes. Lui, il a un regard effectivement d'homme, parfois sans doute plus ambigu que le mien, plus sensuel, plus mêlé d'attirance. Moi, j'ai envie qu'elles se sentent belles et j'aime aussi leurs défauts. Ça ne me dérange pas qu'une femme ait une imperfection. Ça ne me dérange pas qu'on... Donc vous n'allez pas forcément le retoucher? Ah, je ne retouche pas, je n'ai pas retouché mon livre de nu. Je n'ai pas changé le corps des femmes. J'ai changé la chromie un petit peu et c'est très léger parce que mon idée, c'était vraiment de rester le plus naturel possible. En quoi vous travaillez? Avec quelle caméra? Oui. Avec une caméra Nikon D800. Donc numérique? Numérique. Mais aujourd'hui, le numérique est très fort. Et vous avez commencé par développer les photos vous-même, non?
J'ai commencé par faire de l'argentique, je fais partie de la dernière génération en fait qui a commencé à travailler avec l'argentique. Parce que j'avais 20 ans même pas 20 ans, j'avais 18 ans quand le numérique est arrivé en l'an 2000. J'ai connu les deux, donc je pense que c'est une force d'avoir connu le fait aussi de ne pas savoir ce qu'on photographiait ou de découvrir le résultat après, donc d'être plus précis en technique. De la même manière que le tirage, on ne fait pas des images pour qu'elles restent sur un ordinateur. Enfin, moi, je fais partie aussi encore de cette génération. Mais au-delà de la génération, je pense que c'est vraiment un amour du contact physique. J'ai besoin de toucher un tirage, un bouquin. J'ai pas envie que ça reste sur un écran. Merci beaucoup, Sonia. Merci. La Dolce Vita vous tend les bras et ce, au cœur de la capitale. On monte sur notre Vespa pour arpenter les quartiers les plus italiens de Paris. Cuisine, danse traditionnelle et promenade sont au menu. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré un Paris à l'italienne. Au programme littérature, cuisine et danse traditionnelle, de quoi vous faire voyager tout droit vers la péninsule transalpine. Et quoi de mieux que de débuter notre balade par un cours de cuisine mettant à l'honneur l'un des plats stars de l'Italie, la pizza. Alba, originaire de Naples, a créé son école de cuisine Parole in Cucina en 2004. Un projet né d'une envie de partager et de faire goûter les saveurs de l'Italie. J'ai quitté l'Italie, j'avais 18 ans. Donc très vite, l'Italie, ma famille me manquait. Et la manière la plus simple était vraiment de mettre l'Italie à ma table. Donc j'ai commencé à fréquenter les marchés parisiens, que j'aime beaucoup, et j'ai commencé à cuisiner, à collectionner les recettes. J'appelais ma mère, mes grands-mères, mes tantes. Elles me donnaient des recettes. J'aime écrire la cuisine, j'aime cuisiner, j'aime la transmettre. Tout au long du cours, la chef nous livre les clés d'une pizza réussie à la manière des pizzaiolos italiens. Car le plus difficile dans ce plat, c'est de réussir la pâte. Alors une bonne farine, une bonne levure, le tout pétri dans les règles de l'art, et le tour est joué. La pizza, c'est quand même une recette très technique et un peu mystérieuse. On apprend à pétrir, on apprend la maturation de la pâte, on apprend à étirer, à laminer finement une pâte, et puis on apprend aussi l'art d'associer garniture et pâte à pizza. La pizza est un plat qui, au cours de ses 3000 ans d'histoire, est toujours parvenu à s'adapter aux goûts et coutumes. Qu'elle soit salée ou sucrée, elle n'en finit pas de nous régaler. Après ce petit arrêt au cœur de la Napoli, partons encore plus au sud de l'Italie, et plus précisément dans les Pouilles. Créée en 2011, l'association Sudansar s'est donné pour objectif de faire connaître les danses traditionnelles du sud de l'Italie. Depuis, Tulia Conte et Mattia Dotto organisent régulièrement des ateliers mettant à l'honneur ces danses traditionnelles, à l'image de la Pizzica Pizzica, une danse originaire de la région du Salento, péninsule du talon de la botte italienne. La principale caractéristique de cette danse réside dans l'énergie des danseurs qui doivent suivre un rythme qui ne cesse d'accélérer. Elle s'apparentait autrefois à une sorte de rituel visant à libérer les femmes possédées, victimes d'hystérie ou de convulsions à la suite d'une piqûre de tarentule. Elle est aujourd'hui devenue une danse de groupe festive et populaire, célébrée notamment à l'occasion de baptême ou de mariage. Ici, tous les niveaux sont mélangés de façon à rappeler les cercles traditionnels italiens. Ambiance garantie. Pour terminer notre voyage, direction une librairie franco-italienne située dans le faubourg Poissonnière, dans le 9e arrondissement de Paris. Après avoir vécu 15 ans à Rome, Florence, française passionnée de culture italienne, décide d'ouvrir à Paris un petit coin d'Italie entièrement dédié aux livres. La Libreria est née en 2006. J'ai travaillé précédemment pour une autre librairie italienne qui avait ouvert ses portes à Paris en 2000, une petite librairie qui était dans le Marais. Et j'ai attrapé le virus de la librairie à ce moment-là. J'avais envie de partager mon engouement, ma passion d'Italie avec un public français. Dans cette librairie qui s'étend sur 2 étages, une multitude de choix s'offre aux lecteurs. Cuisine, cinéma, philosophie, grands classiques. En italien ou en français, il y a l'embarras du choix. Ces dialectes qui sont présents dans la littérature italienne enrichissent énormément, donnent une coloration très particulière. La littérature de Rome ne ressemble pas forcément à la littérature de Naples, ni à celle de Milan ou à celle de Venise. Il y a des caractéristiques
dans l'expression très, très particulière. Et il y en a pour tout le monde, notamment grâce au rayon entièrement dédié aux enfants, l'occasion pour les plus petites de s'initier à la langue tout en s'amusant. Ce paysage italien au cœur de Paris vous a certainement mis l'eau à la bouche. Si tel est le cas, on vous laisse aller explorer de vos propres yeux. Ciao! Les matériaux naturels viennent nourrir l'imagination du jeune Dimitri Linka. Il use des savoir-faire manuels et numériques pour rendre la pierre translucide ou le bois flexible pour un résultat naturellement poétique. Dimitri Linka a une tête et des mains et il sait se servir des deux. Issu d'une formation technique et artisanale en marqueterie à l'école Boulle, il a ensuite complété avec une formation en design. D'abord artisan designer, aujourd'hui plutôt designer de produits, il joue habilement de toutes ses compétences pour créer des objets fascinants. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie aujourd'hui, de pouvoir m'appuyer sur mon socle technique, sur le socle technique que j'ai pu acquérir à Boulle, et en même temps de pouvoir concevoir des objets avec le regard que m'a donné ma formation en design. Des qualités multiples donc, et au cœur de son univers à la fois poétique et très technique, un intérêt jamais rassasié pour les matériaux. Des fois, je vais être confronté à certaines matières que je ne connais pas, enfin en tout cas, je ne sais pas forcément comment les appliquer. Et du coup, il va y avoir vraiment un travail d'expérimentation. On va vraiment essayer de comprendre quelles sont les propriétés, par exemple du bambou, du papier, de l'écorce de bouleau. Et à partir de là, on va essayer de les appliquer sur des typologies d'objets qui vont être définies soit par le client ou par le brief. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet vraiment des fois d'aller assez loin avec les matériaux, de repousser un peu les limites de leur usage habituel. Et Dimitri s'y connaît, il suffit de l'entendre parler de l'écorce de bouleau par exemple pour s'en rendre compte. C'est une matière qui a des propriétés isolantes, par exemple c'est un imperméable. C'est aussi imputrescible, c'est-à-dire que ça ne pourrit pas. Ils ont déjà retrouvé par exemple sous terre des écorces qui dataient de 10 000 ans. C'est aussi une matière du coup qui a tendance à se déliter, donc en différentes couches. Donc ça c'est un paramètre avec lequel on peut jouer, mais en même temps il faut arriver à le maîtriser. Je travaille avec beaucoup de matières brutes et l'idée c'est d'arriver à dessiner des objets qui soient élégants, qui soient assez épurés et en même temps de mettre vraiment en valeur les matières que j'utilise. Son sens de l'expérimentation l'amène notamment à hybrider des matières, comme pour ce qu'il a appelé le liège schiste ou par exemple pour son projet Fragment. On peut s'amuser à utiliser différentes matières pour les associer ensemble et à la fois combiner à la fois des propriétés, pourquoi pas mécaniques et isolantes. L'idée là c'était vraiment de pouvoir hybrider du liège et de la pierre et en même temps de travailler sur un revêtement de sol pour supprimer finalement la barre de seuil, créer une transition spatiale à travers le motif, au travers le motif de marqueterie. Et donc à la fois on est sur quelque chose d'esthétique, en fait, finalement un revêtement esthétique, mais en même temps qui a une fonctionnalité. Dans le cadre de ses projets du moment, Dimitri a voulu mettre en valeur les propriétés mécaniques du bambou. Parti en résidence à Taïwan où il a travaillé avec des artisans locaux, il s'est particulièrement intéressé aux possibilités de cintrage à chaud de cette matière. En a découlé le projet Silhouette qui a notamment été exposé au Salon Révélation du Grand Palais. C'est dans le même élan qu'il a travaillé sur un projet de vélo électrique en bambou. Le projet est mené avec Patricio Sarmiento, directeur de l'association Hand in Hand, dont le but est d'associer designers français et artisanat taïwanais à préserver. Aujourd'hui, il se retrouve pour travailler sur le prototype en cours. On est vraiment sur les capacités de cintrage en fait, de ce matériau. Et là, l'idée, c'était vraiment de travailler juste sur ses capacités de torsion. Donc du coup ouais, c'est un projet qui est assez intéressant, qui est assez complexe parce que c'est très technique, très précis au niveau des mesures. Mais il y a un vrai challenge au niveau technique et du coup à l'arrivée, potentiellement on peut vraiment réussir à sortir un vélo qui sort un peu de ce qu'on voit habituellement. On a besoin des gens qui touchent la matière, qui comprennent comment travailler la matière. Et ça, j'ai vu tout de suite que Dimitri elle est à l'aise et qu'il est autonome et qu'il n'a pas peur. Et donc ça, pour moi, c'était la personne idéale pour les projets. Autre champ de réflexion important pour Dimitri, la place du numérique dans l'artisanat. Car le jeune designer est décidément très ouvert à l'expérimentation, toujours prêt à relever plus de défis et à pousser plus loin les expériences. C'est pour cela aussi qu'il multiplie les collaborations, comme par exemple avec Céline Pelcé et Lucas Gamard pour réaliser une marqueterie en caramel. Bref, pour la suite, on lui souhaite toujours plus de matière à découvrir, de savoir-faire à rencontrer et de défis à relever.
Version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!